Madame, Monsieur, bonsoir. Le Maroc a abrité cette semaine le Forum international sur la pauvreté urbaine. Une opportunité nouvelle pour que responsables et experts se penchent sur le sort des déshérités et tentent une réflexion sur les moyens d'éradiquer la pauvreté. Si 1 milliard de personnes sur les 6 que compte l'humanité vivent sous le seuil de la pauvreté, le Maroc non plus n'est pas épargné. En effet, près de 6 millions de Marocains vivent dans un état de précarité avec moins de 10 dirhams par jour. La pauvreté touche ainsi 20% de la population contre 13 il y a 10 ans. Sa Majesté le Roi, dans le message adressé aux participants de ce forum, a dit « La ferme détermination du pays à poursuivre les efforts dans la lutte contre la pauvreté ». Aussi, le souverain a appelé le gouvernement à engager une politique sociale rigoureuse et à adopter un programme pour un développement rural, durable et intégré. Le combat contre la pauvreté, un défi auquel sont d'ailleurs confrontés tous les pays en voie de développement, d'autant que la mondialisation risque de creuser davantage le fossé entre pays riches et pays pauvres. Alors, comment instaurer un système d'équilibre et de solidarité? Comment éviter les fractures sociales à l'intérieur des pays et entre les pays? Pour nous en parler ce soir, M. Bouna Diouf, représentant du PNUD au Maroc. Monsieur Bouna Diouf, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, les travaux du Forum de Marrakech viennent de s'achever. Quelles en sont les conclusions aujourd'hui? Merci beaucoup, c'est un plaisir de me retrouver sur votre plateau, Touria Soif. Les travaux, vous l'avez dit, du 4e Forum urbain sur la pauvreté, du 4e Forum international sur la pauvreté urbaine sont terminés hier. Les recommandations sont dans la logique d'une dynamique d'approfondissement des travaux des 3 forats qui ont précédé celui de Marrakech. Je rappelle rapidement Récifé, parce que c'était important, qui avait reconnu entre autres que l'éradication de la pauvreté, c'est avant tout l'affaire des pauvres eux-mêmes, qui doivent être impliqués plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Le forum qui a suivi, c'est celui de Florence en Italie, qui a pu également faire un état des lieux partant de Récif. Et après, nous avons eu en 1999 un forum à Nairobi qui a traité de la question de l'exclusion sociale, mais également de la gouvernance locale, qui est un facteur important. À Marrakech, il s'est agi, entre autres choses, de faire un peu le lien entre deux données qui semblent a priori antagoniques. Il s'agit de la croissance économique et de l'équité sociale. Donc nous sommes partis de tout cela en parvenant également à une excellente lecture de la gouvernance locale, la gouvernance urbaine, pour arriver vers ce qui permettrait de préparer adéquatement ce qui deviendra le forum urbain à partir de avril 2002 à Nairobi, mais également le sommet sur le développement social, sur le développement durable plutôt, prévu à Johannesburg en 2002. On serait tenté de vous demander, Monsieur Diouf, est-ce que ce n'est pas un forum de plus, ou plutôt un forum pour rien, parce que des engagements ont déjà été pris lors des précédents forums par les pays avancés, notamment l'allègement, voire l'effacement de la dette, ou encore l'aide aux pays développés, l'aide aux pays pauvres par les pays développés qui devaient consentir 0,07% de leur PNB à l'aide au développement. Tout à fait, mais peut-être il y a lieu, Madame Soif, de faire une différence entre le forum qui s'est tenu à Marrakech, qui est un forum, et je le rappelle, c'est d'ailleurs un des avantages de Marrakech, on a vu un peu le retrait stratégique des États, des gouvernements, par rapport à la société civile et aux autres associations et organisations qui travaillent dans la lutte contre la pauvreté urbaine. Vous avez fait référence à ces engagements des pays industrialisés, que n'épargne pas la pauvreté d'ailleurs, on pourrait y revenir, mais il s'agit là peut-être plus du suivi du sommet de Copenhague, tenu en 1995. S'il y a eu beaucoup de plaidoyer, de sensibilisation, et peut-être de prise en conscience des problèmes de la pauvreté. Il y a eu peu d'actions? Il y a eu des actions, mais peut-être que, étant donné que le problème nous taraude tous, on aurait souhaité avoir un plus grand engagement de la part des pays industrialisés, notamment
le respect de cet engagement de 0,7% du PIB. Alors justement, Monsieur Diouf, la communauté internationale est concernée plus que jamais par les disparités entre les pays pauvres et les pays riches. Est-ce que l'effort consenti est-ce que ces pays-là ne devraient pas faire plus d'efforts encore? Dans le message de Sa Majesté le roi Mohamed VI au 4e forum de Marrakech, justement, je crois que ce point a été soulevé avec raison. Rappeler l'engagement des pays industrialisés, mais également rappeler à tous ceux qui sont des acteurs dans cette lutte contre la pauvreté qu'il y a plus à faire encore que ce qui a été fait depuis le sommet de Copenhague en 1995. Et nous avons espoir que, partant d'exemples de certains pays, comme le Maroc, vous avez parlé de la dette, je me souviens du message de Sa Majesté le Roi au sommet du millénaire, où un certain nombre de mesures ont été annoncées, mais également la réunion, je crois, entre la France et les États d'Afrique, c'était peut-être à Yaoundé, où un certain nombre de mesures d'allègement, de suppression de dettes, d'annulation de dettes ont été annoncées. C'est un sens dans lequel on peut se diriger. Oui, mais justement, on attend des gestes concrets, on l'a bien dit, parce que bon, la stabilité, on peut le dire aujourd'hui, du monde est menacée, on le voit bien, ne faut-il pas une solidarité internationale? L'équilibre est déjà très fragile, mais je crois qu'il y a, de la part des Nations Unies notamment, un grand élan d'action très concerté au niveau des pays où nous avons des programmes, mais également au niveau central, au niveau du siège. Mais il faut des ressources. Il faut des ressources par rapport aux engagements pris à Copenhague, mais il faut également des ressources pour doter les Nations Unies, toute agence, fonds et programmes confondus, de moyens idoines pour mener à bien cette bataille du développement. À cet égard, il est à remarquer pour s'en féliciter qu'il y a un certain nombre d'États qui sont en train d'éponger des arriérés importants, c'est le cas notamment des États-Unis d'Amérique, avec 1,6 milliard de dollars qui viennent d'être payés, et cela est un grand encouragement que nous saluons, arrivant surtout au moment où notre organisation et son secrétaire général viennent de recevoir le prix Nobel de la paix. De nombreux pays, dont l'Europe, sont confrontés au problème de l'immigration clandestine. On a beaucoup parlé du co-développement des pays émetteurs. Et là aussi, on n'a pas l'impression que les choses s'améliorent sur le terrain. En tout cas, pas à un rythme qui nous donnerait entière satisfaction. Nous pensons effectivement que l'insécurité quelque part, la pauvreté quelque part, c'est la pauvreté partout, l'insécurité partout. Donc cette solidarité est là, et c'est d'ailleurs peut-être l'un des paradoxes de la globalisation qui induit bien la croissance, mais qui, en même temps, quelque part, accélère la fracture. Et je crois que tous les programmes que nous avons, en tout cas au Maroc, au niveau du PNUD, mais également au niveau du système des Nations Unies, visent justement à appeler à davantage de solidarité, à créer une dynamique de coopération, de coordination, non seulement entre nos Nations Unies, mais avec les autres partenaires bilatéraux, multilatéraux du Maroc. Alors vous l'avez dit, justement, la mondialisation risque de creuser davantage d'écart entre pays riches et pays pauvres. Selon la CNUSED, c'est quelques 150 pays qui vont rester en rade de la mondialisation. C'est énorme et c'est très inquiétant au moment où on parle de lutter contre la pauvreté. Oui, je crois qu'il faut rappeler peut-être à cet égard que le PNUD publie, vous le savez, depuis 1989 un rapport mondial sur le développement humain durable. Et l'édition de ce rapport en 1999 a été consacrée à la mondialisation. Et nous avions dès lors noté ces risques qui sont aujourd'hui exacerbés par ce qui se passe dans le monde, pour dire qu'il faudrait une croissance très forte peut-être, mais une plus grande équité, pour que la mondialisation soit plutôt un facteur qui permet de limiter et de combler des fossés plutôt que de cause d'élargissement de ces disparités entre les nations. Alors, comme vous venez de dire, les disparités risquent de se creuser davantage, d'autant plus que le monde entre en récession à cause de la crise aux États-Unis. Le monde est en récession. Je crois que la crise aux États-Unis a déjà des effets qui se font sentir peut-être d'une manière plus perceptible et plus nette sur les pays industrialisés, mais autant cela se concentre pour le moment d'une manière identifiable et précise sur ces pays, autant nous attendons des effets, qui ont déjà d'ailleurs commencé, sur les autres pays, notamment les pays les moins nantis. Plus ces pays seront liés
à l'économie globale, plus ces pays sont liés à l'économie notamment américaine, plus ces zones de choc se sentiront. Mais nous pensons qu'il y a lieu de revenir sur les grands axes du rapport sur le développement humain du PNUD, qui appelle à une plus grande solidarité, à une plus grande compréhension, à une plus grande écoute et, partant, une plus grande prise en compte des problèmes des pays les moins avancés. Oui. Est-ce que ça ne devrait pas être tous les organismes internationaux qui devraient tirer la sonnette d'alarme? C'était déjà le souci, je crois, des leaders qui sont réunis au sommet social de Copenhague, d'éviter que les disparités ne se creusent davantage. Malheureusement, pour des raisons que vous venez d'évoquer tout hier soir, notamment l'insuffisance des flux de ressources vers les pays en développement, mais également, je pense, parce que peut-être il n'y a pas une plus grande écoute les uns des autres, pas d'une seule partie, mais les uns des autres, ce fossé s'agrandit. D'où l'importance peut-être de parler de l'investissement et des efforts qui sont consacrés à l'investissement. J'ai été heureux en marge du forum de Marrakech de voir que notre ami, monsieur le conseiller André Azoulay, avait convoqué, je crois, organisé à Casablanca une rencontre qui a traité de l'investissement. Et je l'ai entendu dire un point qui rencontre, faire une remarque qui rencontre le point de vue, en tout cas du PNUD et des Nations Unies, c'est qu'il faut accroître le volume des investissements vers les pays. Alors pour en revenir à l'action du PNUD, alors qu'on attend davantage du PNUD pour son aide au développement, l'organisation voit son budget, comme les autres organisations appartenant donc aux Nations Unies, diminuer. Est-ce que cela ne va pas réduire un petit peu, ne va pas limiter le champ d'action de votre organisation? Alors qu'on attend beaucoup, encore une fois, du PNUD pour l'aide au développement. Le PNUD a un caractère universel, vous le savez, un réseau de représentation dans presque tous les pays en développement. Et le PNUD a une grande expérience aussi de la lutte contre la pauvreté et les exclusions sociales. Il est vrai qu'à l'instar des organisations internationales de développement notamment, le budget du PNUD n'a pas connu une croissance très nette, mais nous avons quand même des ressources qui font que notre action continuera, en tout cas c'est le cas au Maroc, continuera de porter. Et ceci dit, nous n'avons pas attendu simplement que les ressources diminuent pour penser à trouver d'autres moyens, d'autres méthodes d'accompagnement. Nous construisons notamment des partenariats très novateurs avec le secteur privé, nous construisons des partenariats avec la société civile et des partenariats pour le cas du Maroc avec des mécènes, dans une approche citoyenne, des Marocains simplement qui contribuent avec nous au financement de grands projets. Donc le PNUD a tout un programme d'action au Maroc, mais le Maroc quand même qui reste classé 112e au niveau du développement humain en dépit des efforts, comme vous venez de le dire, beaucoup reste à faire. Comment expliquer que la pauvreté est passée de 13% il y a 10 ans à 20% aujourd'hui? Comment expliquer ce constat? La pauvreté est un phénomène complexe, multidimensionnel et qui souvent d'ailleurs s'exacerbe par des facteurs exogènes. Je dirais, parce que cela me fait plaisir de le dire, qu'au cours des dernières années, nous avons vu le Maroc engagé avec beaucoup de lucidité et beaucoup de courage dans un combat qui est quand même porteur contre la pauvreté. Mais lutter contre la pauvreté, faire du développement humain durable, c'est investir à long terme. Donc nous pensons que malgré les facteurs exogènes, notamment la sécheresse quand même, qui a eu un impact très important sur les efforts de développement du Maroc, il y a lieu de se féliciter de l'avancée. Il y a peut-être un an, j'étais sur votre plateau ou deux, pour parler avec vous du classement du Maroc. Exactement, il était 124e, il a gagné 12 places, aujourd'hui il est 112e. A gagné 12 places, je suis peut-être optimiste de nature, mais je crois qu'on ne va pas s'arrêter en si bonne route. Nous allons continuer et je crois que l'effort du gouvernement du Maroc, les hautes directives qui sont données notamment par Sa Majesté le Roi, dans ce sens nous encouragent. Et nous voyons que des associations, des fondations et la gestion de proximité, la tournée par exemple de Sa Majesté en ce moment dans les provinces et les grands investissements qui s'y font nous encouragent, comme nous encouragent l'écoute des populations. Oui. Parce que nous avons vu cette évolution de la participation des bénéficiaires eux-mêmes à la définition, à l'élaboration, à l'exécution des programmes. Alors quelles sont justement les priorités de ce programme du PNUD ?
Nous avons eu un premier cycle de coopération de 1997 à 2001, il est en train de s'achever. Les évaluations de ce cycle de coopération qui comporte, il faut le rappeler, également un programme pilote de lutte contre la pauvreté, pas seulement en milieu urbain et périurbain, mais en milieu rural également. Nous faisons dans ce sens un excellent travail, je pense, ce sont les évaluateurs qui l'ont dit, avec les services de notre ami M. le ministre Abdelhamid Awad, ministre du Plan. Mais nous avons l'intention, dans le deuxième cycle de coopération, 2002-2006, qui est en train d'être finalisé, de pouvoir consacrer des ressources conséquentes à la lutte contre la pauvreté. On va continuer pour généraliser les actions déjà faites dans quelques villes en ce qui concerne la pauvreté urbaine et périurbaine et dans des provinces prioritaires. Nous allons généraliser ces actions. Par-delà cela, nous sommes également, vous demandez nos aires de concentration, sur l'environnement. Nous sommes sur la gouvernance où nous faisons, je crois, de très bonnes choses, incluant dans la consolidation de l'état de droit. Nous sommes dans le genre et nous sommes dans tous les secteurs socio-économiques. Monsieur Diouf, est-ce que l'éducation ne devrait pas être la priorité puisqu'elle conditionne de très nombreux aspects du développement ? L'éducation est dans nos programmes, comme je disais tout à l'heure que nous étions presque dans tous les secteurs de développement économique et social. Nous pensons qu'il faut commencer par l'éducation. Donc c'est un thème tout à fait transversal. C'est un thème qui nous préoccupe, d'autant plus que j'allais y venir en parlant du genre. Nous pensons qu'il y a quelque part un déficit pour l'éducation, notamment de la fille en milieu rural. Nous y travaillons pas seuls, parce que nous avons, vous le savez, un cadre d'assistance des Nations Unies au Maroc, nous l'appelons dans nos jargons UNDAF. Le Maroc avait été pays pilote en 97-98. Nous venons de terminer le premier programme. L'évaluation est excellente. Nous lançons dans une deuxième formulation pour 2002-2006 avec l'ensemble des agences des Nations Unies représentées et l'éducation représente un secteur clé dans ce domaine-là. Vous l'avez dit tout à l'heure, Sa Majesté le Roi est très actif sur le terrain du social. Le souverain a appelé à une politique nationale efficiente pour éradiquer la pauvreté. Il existe un certain nombre d'agences et d'organismes créés pour le développement social. Comment cette action peut-elle gagner en efficacité pour qu'il y ait plus de coordination et plus de cohérence dans les actions de ces agences et organisations ? Nous saluons la mise en place de ces agences et ces institutions nationales. Et nous sommes très encouragés par les idées, la vision, mais également par l'engagement personnel de Sa Majesté le Roi. Je pense que avec l'Agence de développement social, mais également avec d'autres institutions et fondations, nous continuerons en parfaite intelligence à travailler non seulement pour la définition des programmes et leur exécution, mais surtout pour la mobilisation de moyens. Parce que je le disais tout à l'heure, le flux d'investissement étranger indirect est important, mais la mobilisation des ressources nationales est tout autant. Et à ce titre, les différentes décision de Sa Majesté le Roi de donner, notamment par la Fondation Hassan II, mais également par d'autres structures nationales, des dons importants ou des subventions importantes, nous encouragent parce que nous ne pouvons que nous greffer en amont en aval sur ces actions. Alors, comment accélérer le rythme de l'action en faveur du développement du monde rural ? Une plus grande synergie, notamment, et c'est ce que nous sommes en train de voir se créer, une grande dynamique nationale, un sursaut même national, le mot n'est peut-être pas trop fort, qui implique, et je le vois régulièrement en allant sur le terrain dans les différents endroits, j'ai vu l'évolution au cours de quelques années, je crois qu'il y a une appropriation par les populations de tout cela et c'est la voie de l'avenir. Beaucoup reste à faire, le monde rural est très touché par la pauvreté parce que plus de 80 personnes d'abord ne savent ni lire ni écrire, n'ont pas accès à l'eau courante et à l'électricité. Oui, nous avons parlé des avancées, il y a également peut-être certaines actions qui gagneraient à être mieux coordonnées. Nous nous y employons, de notre côté également, mais du côté de l'administration marocaine. Mais ceci dit, cette situation est une situation quasi générale dans le monde aujourd'hui. Et nous avons parlé des facteurs exogènes, dont la sécheresse. Il y a d'autres facteurs qu'il faut tenir en compte, le flux des ressources. Mais il faut peut-être une meilleure articulation des différents programmes entre eux, inclus l'articulation qui est déjà très bonne, entre nos programmes, nous, des Nations Unies, particulièrement du PNUD, avec les programmes nationaux. J'ajouterai simplement que
Le rôle de la société civile est un rôle éminent, mais il faudrait s'assurer, c'est un besoin, je crois, pressant, d'avoir une plus grande écoute pour les bénéficiaires eux-mêmes. Voilà, justement parce que développer le monde rural pour juguler l'exode, qui constitue un facteur essentiel de pauvreté dans les villes, on l'a vu. Tout à fait, l'exode est un problème. Je pense qu'aucun ressortissant des pays du Sud, comme on dit généralement, n'aime quitter son soleil. Souvent, les gens le font pour des raisons économiques. Donc, il s'agit de les enraciner, de les amener à revenir à ces valeurs de base qu'ils retrouvaient et qu'ils retrouveraient très facilement. Alors, l'État, le PNUD, les organisations, les ONG s'activent sur le terrain de la pauvreté, mais seule la croissance économique peut véritablement permettre le développement social. Le Maroc ne devrait-il pas bénéficier davantage d'aide à la croissance de la part de ses partenaires, l'Union européenne ou encore les instances financières internationales? Oui. Je vous reprendrai, Touria Souaf, sur le rôle de la croissance économique. Je crois que le rôle est important, mais il n'est pas suffisant. Il faut que la croissance économique s'accompagne d'une politique d'équité sociale, d'une plus grande politique dans tous les pays. D'ailleurs, c'est un phénomène universel. Nous sommes en train de voir ici, j'en parlais tout à l'heure au Maroc, que la croissance n'est pas ce que nous souhaitons qu'elle soit, mais il y a, et il est heureux que ce soit ainsi, il y a une plus grande écoute, il y a une plus grande participation des bénéficiaires et des populations, une plus grande intelligence entre les décideurs et les bénéficiaires. S'agissant maintenant du partenariat pour le développement social, le Maroc, je crois, a une politique mesurée, une politique de raison qui fait que Rabat est une capitale où le multilatéral et le bilatéral fonctionnent bien. Nous sommes en train, et c'est un mot de conclusion pour moi, nous sommes en train de voir déjà sur plusieurs secteurs, que ce soit avec nos amis de l'Union européenne, que ce soit l'ambassadeur délégué de l'Union européenne et ses services, mais également avec les pays qui assument la présidence de l'Union à tour de rôle. Nous voyons comment développer une plus grande synergie entre nous. Vous parliez tout à l'heure du poids de la dette pour le Maroc. 30% du budget de l'État va au remboursement au service de la dette. Est-ce qu'un traitement nouveau de la dette ou un traitement différent de la dette ne pourrait pas permettre à l'État justement d'investir dans les secteurs sociaux? Très certainement, très certainement. Je crois que c'est un appel pressant que les Nations Unies ont souvent lancé, que ce soit la CNUSED, au Forum de développement social ou au sommet du millénaire, l'annulation de la dette ou sa réduction ou sa conversion. Toutes les formes sont bienvenues, mais je crois qu'il faudrait peut-être faire davantage parce qu'en annulant la dette ou la réduisant, les sommes d'argent importantes que les États consacrent au service de la dette pourraient être investies favorablement pour la promotion et le développement social. Monsieur Bounadiouf, merci. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation et bonsoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur 2N. À dimanche prochain. Thank you.